Donc, j'ai à peu près 10 minutes pour faire ma présentation. Je remercie Christophe. Moi, je vais vous parler des bispécifiques. Alors, en même temps, le challenge il est plus facile parce que les bispécifiques, en fait, vous allez voir, c'est très préliminaire dans les maladies auto-immunes. Mais il nous paraissait important de faire le pendant avec cette stratégie que certains d'entre nous manions dans le cadre de pathologies hématologiques déjà. Et on se dit que potentiellement, ça pourrait être quelque chose de très intéressant dans les maladies auto-immunes et peut-être moins lourd que les CAR-T, en fait, dont on vous a parlé. Voici mes liens d'intérêt pour cette présentation. Alors, pourquoi des bispécifiques dans les maladies auto-immunes? Alors, on ne va pas revenir dessus, mais en effet, la déplétion B dans les maladies auto-immunes, ça semble majeur et très intéressant. Et puis, les CAR-T, il y a une problématique de temps, il y a une problématique d'argent autour de cette stratégie. Ça nécessite une production spécifique individualisée. Donc, finalement, ce n'est pas si simple que ça à mettre en place. Leur génération, ça implique, comme l'a dit Edouard, des transfections virales en fait, et donc il y a un risque d'hémopathie qui est soulevé avec ces stratégies qui nous interrogent beaucoup, surtout lorsqu'on doit traiter une maladie auto-immune, on n'est pas dans le spectre d'un cancer. Donc ça pose question. Il y a la problématique de la toxicité de ces stratégies, notamment en cas d'atteinte cardiaque ou rénale liée à la maladie auto-immune sous-jacente. Et puis, il y a aussi ce risque de persistance. Quand on injecte les CAR-T, ils vont rester. Et il y a plein de points d'interrogation autour de tout ça. Et donc, finalement, on se dit que peut-être qu'une alternative au profit des bispécifiques, ça pourrait être intéressant. Alors, qu'est-ce qu'un bispécifique? C'est un anticorps monoclonal, comme son nom l'indique, qui a une double spécificité. Je vous ai représenté ici un anticorps bispécifique anti-CD3 et anti-CD19. Et donc, cet anticorps va faire le bridge entre la cellule T et la cellule d'intérêt que l'on veut éradiquer. Ici, en fait, le lymphocyte B. Quelles sont les modalités d'administration? Alors, c'est un traitement séquentiel à posologie progressivement croissante. Ce sont des cycles, en fait, avec, ici, je vous ai représenté 2 molécules pour lesquelles on a des protocoles dans le domaine de l'oncologie, avec des injections sous-cutanées pour le premier, des perfusions continues pour le second. Donc, ça nécessite quand même toute une logistique et une expertise de gestion de ce genre de traitement. Et ce sont des traitements dont les posologies ont été identifiées pour la pathologie tumorale. Et vous le verrez que dans ce qui a été proposé dans les maladies auto-immunes, il y a eu un réajustement en fait au gré de la pathologie qu'on voulait traiter, de la lymphodéplétion que l'on voulait obtenir. Alors, les données disponibles, en fait, elles sont assez restreintes, puisqu'en fait, je vais vous parler de 12 patients qui ont été publiés. Donc, finalement, vous voyez qu'on fait une présentation aujourd'hui autour de tout ça, mais en pratique clinique pour notre quotidien, c'est peut-être encore éloigné de notre pratique. On a donc ces 12 patients autour de 2 molécules sur lesquelles on va revenir, des patients qui ont des polyarthrite rhumatoïde, lupus, PR, gouge rose, sclérodermie et myosite. Donc, en plus d'avoir peu de patients, ils sont en plus hétérogènes, donc il va être difficile de tirer des conclusions autour de tout ça, mais on va avoir des données de tolérance qui sont extrêmement intéressantes, je pense. Abordons maintenant les bispécifiques. Alors, dans la sclérodermie systémique, avec le blinatumomab, en fait, qui est donc l'anti-CD3, CD19, dont je vous ai montré le graphe tout à l'heure, avec un case report, celui-ci, d'un patient donc, qui a été publié l'an dernier et qui a reçu ce traitement parce qu'il s'agissait d'une forme grave de sclérodermie, une patiente de 35 ans, avec une forme tout à fait classique des anti-SL 70. Elle avait une fonction pulmonaire normale, une atteinte cardiaque à minima avec des extrasystoles et puis surtout une atteinte trophique distale extrêmement importante qui avait généré de nombreux traitements à base d'hylomédine. Puis au diagnostic, la mise en place d'un traitement par hydroxychloroquine, prednisone, devant le contrôle imparfait de son tableau trophique, elle est mise sous immunosuppresseur sans aucune amélioration de la symptomatologie.
Très rapidement, alors qu'elle est placée sous immunosuppresseur, elle se dégrade avec une sclérodermie et une sclérose cutanée diffuse qui s'étend, une atteinte articulaire et cette fois-ci une atteinte cardiaque qui s'installe et des signes de fibrose endomyocardique chez elle. Elle est traitée à ce moment-là par MMF, l'azatioprine est arrêtée et devant l'évolution galopante, c'est à ce moment-là qu'on lui propose en fait le blinatumomab. Donc elle a le traitement séquentiel, la posologie évolutive sur 5 puis 10 jours et un traitement qui occupe la patiente de décembre à mars 2024. Il nous présente ici dans cette publication l'évolution de la déplétion lymphocytaire B. En fait, je voulais entourer en cercle orange au gré des différents cycles et vous voyez que cette déplétion lymphocytaire B est puissante en fait sans aucune ambiguïté avec une patiente qui est totalement déplétée à l'issue du cycle 4. On a également les données concernant les cytopénies éventuellement associées. C'est toujours une crainte que l'on a quand on utilise ce genre de stratégie thérapeutique, notamment les CAR-T. Donc, vous avez initialement ici l'évolution des lymphocytes B avec une patiente qui garde un taux de PNN et de plaquettes qui est tout à fait satisfaisant. On nous évalue également le taux d'anticorps chez cette patiente, la crainte étant qu'elle développe une hypogammaglobulinémie, ce qui serait attendu. Et vous voyez ici qu'en termes d'anticorps, en fait, que ce soit le taux d'IgG, IgA, IgM ou que ce soit les anticorps spécifiques, en fait, elle garde quand même un taux d'anticorps tout à fait satisfaisant. Et puis, sur le plan des paramètres cliniques, ce qu'il nous dit, c'est que finalement, le traitement, la patiente, elle a très, très bien toléré et qu'ils ont eu l'impression de stabiliser et d'arrêter cette progression galopante, ce qui est déjà un beau résultat dans le domaine de la sclérodermie. Avec sur les données cliniques d'efficacité, des données qui sont assez restreintes. Il nous donne ici le Rodnan qui est à 12 et qui passe à 10 en fait, mais chez une patiente qui semble être stabilisée sur le plan de cette maladie avec un recul qui est très faible dans cette publication. Donc vous voyez encore une fois des données de tolérance correctes, mais des données d'efficacité à interpréter avec beaucoup de réserve. Ici, on a ces patients qui ont une polyarthrite rhumatoïde, 6 patients, je vous les présente ici parce qu'ils sont extrêmement bien documentés, publiés dans Nature Medicine l'an dernier. Ce sont des patients d'âge médian 50 ans, ils ont une PR qui évolue depuis 6 ans environ, un DAS 28 à 5 lorsqu'on décide de mettre en place cette stratégie par blinatumomab. Ils ont bénéficié en moyenne de 7 lignes thérapeutiques avant l'instauration de ce traitement. Sur le plan des paramètres de tolérance, en fait, la tolérance est plutôt très satisfaisante chez ces patients. On constate dans les premiers jours du traitement, comme c'est attendu avec les bispécifiques, en fait, un syndrome fébrile qui reste toutefois très modéré. Qui s'accompagne d'une évolution de la CRP telle qu'on l'attendait avec ici des données transcriptomiques qui attestent de la surexpression de ces cytokines, comme on le voit aussi lorsqu'on fait des CAR-T chez ces patients, avec notamment l'interleukine 6, l'interféron gamma et le TNF qui sont surexprimés dans les premiers jours de traitement, mais néanmoins des patients qui sont à peine subfébriles, qui vont plutôt très bien, qui n'ont pas de frissons, qui ont à peine une élévation de la CRP dans les premiers jours, peu de complications infectieuses en dehors d'une infection à SARS-CoV-2 et à herpès virus, des patients qui n'ont pas d'hypogammaglobulinémie en sachant que le seuil était mis à 4 grammes par décilitre là sur cette publication et finalement en termes de tolérance digestive, de maux de tête, quelque chose de très très satisfaisant, donc un profil de tolérance qui est excellent et tout cela bien sûr associé à une déplétion lymphocytaire qui est extrêmement profonde et ils nous ont fait évaluer cette déplétion lymphocytaire à la fois au niveau sanguin et au niveau tissulaire chez ces patients qui ont une PR avec donc ici les données concernant cette déplétion lymphocytaire selon les différents lymphocytes CD19, CD20, CD21, 27, 38 et ceux qui expriment l'IgD. Et en parallèle, vous avez ici complètement à droite, sur une dia qui est un peu floue, vous avez les lymphocytes CD19 au sein des biopsies synoviales avec une déplétion massive chez ces patients traités pour une polyarthrite rhumatoïde. Et tout cela s'accompagne d'une réponse clinique plutôt très satisfaisante en termes du nombre d'articulations inflammatoires et d'évolution du PGA et du DAS28.
Ces données sont corrélées par l'imagerie et sur le plan immunologique, une diminution des facteurs rhumatoïdes et du taux des anti-CCP qui n'est pas significative. Si on aborde maintenant le teclistamab dans le lupus systémique, le teclistamab, c'est celui qu'on utilise dans le myélome qui cible le BCMA et le CD3. Et il a été rapporté un cas de patient traité par teclistamab dans le lupus systémique dans le New England. Cette patiente, elle a 23 ans. Elle a un lupus qui évolue depuis 6 ans avec un antécédent de néphropathie classe 2-5, une dermatose bulleuse, une polyarthrite et une anémie hémolytique auto-immune. Elle a eu de multiples lignes thérapeutiques. Vous voyez, des immunosuppresseurs, des biothérapies, les traitements conventionnels. Et elle continue d'évoluer avec notamment une anémie hémolytique auto-immune assez rebelle. Et il est donc décidé chez cette patiente de lui proposer ce bispécifique. Le traitement immunosuppresseur est arrêté au moment de l'initiation et la prédnisone est sevrée après 6 semaines de mise en place du traitement. Et la réponse, clairement, elle est spectaculaire à la mise en place de ce traitement. Et comme vous le voyez sur ces graphes, on a un ratio prot sur créate qui s'effondre, une hémoglobine qui se corrige complètement chez cette patiente qui avait cette anémie hémolytique auto-immune avec des paramètres du SLEDAI 2K qui s'effondrent de façon concomitante à la mise en place de ce traitement. Sur le plan immunologique, les résultats sont en miroir de ce que je viens de vous présenter, avec des anti-ADN qui s'effondrent, un C3 qui augmente et des marqueurs complémentaires là, qui nous précisent ici, notamment, vous voyez ici l'interleukine 6 qui monte dans les premiers jours tel qu'attendu, avec une patiente qui a nécessité d'une perfusion de tocilizumab, avec une symptomatologie qui comprenait essentiellement un syndrome fébrile modéré, très bien toléré. La déplétion lymphocytaire B, encore une fois, elle est évidente avec ce traitement. On s'y attendait et on va terminer sur la même stratégie thérapeutique utilisée chez 4 autres patients avec l'intérêt d'avoir cette fois-ci, en plus de ce que je vous ai présenté en Gougerot et une myosite inflammatoire. Vous avez ici ces 4 patients. Vous voyez qu'en dehors de la myosite qui est plutôt jeune, les autres ont plus de 50 ans. Ils ont tous une atteinte pulmonaire interstitielle, tous les 4, et on a un suivi qui est environ de 12 à 22 mois après l'injection de teclistamab chez ces patients. Ils ont reçu ce protocole thérapeutique, donc un protocole thérapeutique qui est adapté chez ces patients, qui ne correspond pas à ce que l'on fait dans le cadre du patient qui a un myélome. Et un traitement qui est maintenu jusqu'à 12 semaines pour le premier patient et les 3 autres, ils ont un traitement de maintenance de 4 semaines simplement et ensuite le traitement est arrêté. Chez tous les patients, tous les traitements immunosuppresseurs sont suspendus et la corticothérapie, elle est arrêtée dans 3 cas sur les 4 à l'issue de ce traitement. Quelles sont les données de tolérance? En fait, on a un CRS de grade 1 pour un patient, de grade 2 pour un autre patient. On a une hypogammaglobinémie qui est constatée chez le patient qui a la myosite inflammatoire, qui lui ne fera aucune complication infectieuse. Les autres qui n'ont pas d'hypogammaglobinémie feront des complications infectieuses peu sévères et facilement gérées à la prise en charge. Vous avez ici le taux des anticorps chez ces patients, le taux des IgG qui évolue au cours du temps. Mais comme vous le voyez, on a un taux de gamma-globine qui reste quand même supérieur à 4 grammes par décilitre chez les 4 patients. Et on a également à droite les données concernant les marqueurs d'auto-immunité chez ces patients qui diminuent de façon assez significative chez les 4 patients. Concernant les données d'efficacité, les voici. Alors, difficile de les interpréter parce que les patients sont hétérogènes. Ils ont utilisé des scores globaux avec des scores spécifiques pour chacun d'entre eux. Donc, le patient qui avait la sclérodermie systémique, il a un Rodnan qui passe de 39 à 24. Une stabilité de la DLCO. Pour le patient qui a le Gougerot, alors ils s'améliorent tous cliniquement sur l'échelle visuelle analogique. Pour celui qui a le Gougerot, en fait, il a un SDAI qui s'effondre, qui passe de 34 à 15, avec une DLCO, elle, qui reste tout à fait similaire. Je vous rappelle qu'ils avaient tous une pyopathie interstitielle. La myosite évolue plutôt très bien, avec des scores d'activité qui s'effondrent, que ce soit sur le plan musculaire comme sur le plan des lésions dermatologiques associées à cette myosite. Une DLCO qui passe de 44 à 57. Et enfin, le patient qui a la polyarthrite rhumatoïde a un DAS28 qui passe de 5,6 à 1,9 et il a une DLCO qui reste stable, lui.
Donc, voilà ce que je voulais vous présenter concernant ces patients. Donc, des thérapeutiques qui semblent extrêmement intéressantes et prometteuses, mais des résultats préliminaires. Et bien évidemment, avant de s'emballer, il nous faut des essais cliniques pour démontrer l'intérêt de ces traitements dans les maladies auto-immunes. Voilà, merci. Merci à tous pour ces très belles présentations. Donc, on va vous proposer une petite séance de questions sur les 3 présentations. Celle d'Édouard sur les quartiers en hématologie et les avancées, celle sur les quartiers dans les maladies auto-immunes et celle sur les anticorps bispécifiques. Est-ce que Édouard est toujours connecté? Très bien. Et est-ce qu'on peut le voir? Je suis exigeante. D'accord, ok. Bon, si déjà il nous entend, on pourra lui adresser 1 ou 2 questions et avoir des éléments de réponse éventuellement. Alors, est-ce qu'on a une première question sur ces nouveaux traitements disponibles? Est-ce que vous avez besoin d'un micro? Non, je ne parlais pas. Une question, vous disiez déjà avant les carticelles qu'il y avait besoin d'une période de washout. C'est des patients qui sont souvent de la maladie. Comment vous gérez cette période de washout? On a arrêté les suppresseurs, on a 10 mg de corticoïdes. Globalement, on s'attend que sur ce mois, avant l'injection des corticoïdes, soit une période où globalement la maladie risque de tomber et de faire des dégâts, suivant les essais faits derrière. Comment vous gérez en pratique cette période de washout? Donc pour ceux qui sont en ligne, la question c'est à propos de la période de washout, puisque en effet, avant d'administrer le CAR-T, on est obligé d'arrêter les traitements pour pouvoir faire une lecaphérèse de qualité. Alors pour le coup, après qu'ils aient eu la lecaphérèse, des fois les protocoles nous autorisent à faire quelque chose, notamment même du cyclophosphamide, puisqu'ils l'auront pour faire la lymphodéplétion avant le traitement. Donc, je suis 100% d'accord avec toi que c'est quelque chose qui est un peu stressant. Au final, comme les patients ne répondent pas au traitement d'avant ou ne le prennent pas, ça ne change pas grand-chose, si tu veux. Et donc, c'est vrai pour le lupus systémique, c'est vrai pour la sclérodermie systémique. Peut-être que c'est un peu plus stressant dans les myosites inflammatoires. Et donc ça peut être le problème. Donc ça, je sais qu'il y a une réflexion qui est menée pour voir comment on peut faire pour avoir le CAR-T plus rapidement, pour qu'il aille moins loin, pour que ça, c'est sûr que c'est quelque chose au final qu'on a réussi à gérer. Mais ça rentre dans la réflexion. Oui, ça dépend vraiment de la pathologie et de l'atteinte clinique, en fait. C'est-à-dire que le patient qui a, ça a été facile. Nous, on a eu 2 patients qui avaient une atteinte rénale, en fait. Donc, certes, ils étaient protéinuriques, on est d'accord, mais enfin, voilà. Et avec une atteinte cutanée qu'on a pu gérer par des dermocorticoïdes, etc., c'est plus compliqué quand tu as des atteintes viscérales graves. Et là, pour le coup, le washout, il est quand même beaucoup plus tricky, ouais. Bah oui, évidemment, évidemment. Si on essaie de transposer dans les applications futures, par exemple, les vascularites à ROCA, c'est aussi une période dans laquelle ce ne sera pas très serein d'arrêter exactement. alors que la vascularite est en train de tomber. C'est clair. Une autre question? Moi, j'en ai une pour Esti. En fait, donc le problème des bispécifiques, ça pourrait être plus le retraitement, puisque c'est probablement une déplétion lymphocytaire moins prolongée qu'avec le CAR-T. Alors, moins prolongée, non, tu n'as peut-être pas cette même reset immunologique avec cette repopulation B naïve. Il regarde un petit peu, je n'ai pas fait gaffe, la repopulation, la définition des B qui reviennent. C'est pas présenté. C'est pas présenté. Après, l'intérêt de ce traitement par rapport à la possibilité de le retraiter, c'est l'accessibilité de la molécule, en fait. C'est quelque chose qui est imaginable. Et puis, ils ont ces traitements de maintenance, en fait, qui existent. Et ces traitements de maintenance, on peut imaginer qu'ils puissent espacer au gré de ce qui est nécessaire pour stabiliser la maladie, tu vois. Donc, on peut imaginer un traitement d'entretien. Et donc, question pour le coup, Édouard et toi, par rapport à ces médicaments que vous utilisez en hématologie, sur le profil de tolérance, notamment de tolérance
infectieuse qu'a évoqué un peu Édouard? Est-ce que vous vous attendez à des effets secondaires un peu différents? Est-ce qu'il faudra qu'on ait, un peu comme l'a présenté Édouard, avec tous les traitements associés qu'il met en place pour éviter des complications? Comment les choses devront être appréhendées? Je ne sais pas si Édouard, tu veux répondre à la question. Oui. Les études ont bien montré que chez les patients qui recevaient des bispécifiques, notamment pour le myélome, anti-BCMA ou anti-GPRC5D, il y avait un bénéfice à la supplémentation en IgIV et puis ça a un impact sur la mortalité. Donc, chez ces patients-là, la tendance est vraiment à supplémenter. Pour les patients qui reçoivent du blinatumomab, la supplémentation est moins systématique parce que probablement que le traitement est moins prolongé et les patients sont plus surveillés, mais de tolérance infectieuse, oui, c'est vraiment un élément clé. Et ce risque infectieux, comme dans les CAR-T, c'est des infections notamment opportunistes. À Bordeaux, on a perdu une patiente pour un myélome qui avait fait une entérite à adénovirus, des infections qui ne sont pas très classiques. Et ce risque, il est à 6 mois, à 1 an, à 2 ans, donc il faut être vigilant. Merci. J'avais éventuellement une petite question. Est-ce qu'il y a déjà en cours un essai comparatif anticorps bispécifiques versus CAR-T? Dans les maladies auto-immunes? Oui. Pas à ma connaissance. Et puis, je ne suis pas sûr. Et en hémato, il n'y en a pas. En hémato, il n'y en a pas. En hémato, il n'y en a pas. Je pense qu'ils ne veulent pas se comparer. Pour le myélome, il y a des conflits d'intérêts puisqu'il y a un laboratoire qui fabrique à la fois les bispés et à la fois des CAR-T, donc il n'y a pas d'intérêt à se comparer à lui-même. Le grand débat en hémato, c'est plutôt comment s'organise le cyclage et traitement. Est-ce qu'on peut faire un bispé avant les CAR-T ou est-ce que le bispé n'est pas une bonne option après CAR-T? Tout ça, c'est pas évoqué. Et puis, comme tous ces traitements remontent les lignes en hémato, il y a des traitements qui passent de la 3e à la 2e à la première ligne. Peut-être que plus tard, tout va être fait en première ligne. Donc, ça reste une question ouverte. Merci, très bien. Bah, écoutez, s'il n'y a plus de questions, on est parfaitement dans les temps pour cette première session. Merci à tous.